Michel Lachaise, je suis anthropologue. Et mon idée à moi, c'était d'utiliser les mondes virtuels pour présenter les données de notre discipline. Alors pour ça, il fallait déjà trouver un exemple. Pourquoi? Parce que dans notre discipline, on voyage dans le monde, on rencontre on appelle les autochtones, donc des peuples traditionnels. Et ces gens ont des cultures, avec des constructions, avec des représentations, avec des habits, avec un territoire. Et donc, de ce fait, il est intéressant de pouvoir montrer ces données. D'habitude, les livres d'anthropologie, c'est des livres dans notre discipline, on écrit beaucoup, mais on ne montre pas beaucoup de choses. Il y a quelques films, et c'est tout. Donc, ce que je me suis dit, c'est bon, pourquoi pas mettre cette information dans des mondes virtuels qui seraient disponibles à beaucoup de gens, mais en même temps aussi utilisés comme matériel pédagogique pour les étudiants qui puissent aller voir de visu et aussi utiliser ces terrains pour s'entraîner à devenir futurs anthropologues. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un moment où l'Université de Strasbourg a décidé de mettre en place un serveur avec un monde virtuel sur la base de OpenSea, donc un système de représentation de monde virtuel open source, et d'inviter donc des enseignants, des chercheurs, des personnes intéressées à travailler dessus pour présenter des choses, et aussi le projet de numériser et de montrer donc le campus de l'université. Et donc ici, on se trouve juste à côté. C'est le point d'entrée, en fait, du campus. Donc là, on a la carte. Carte du campus. Qui se représente sur cette région ici. Et puis, ça nous permet de se téléporter à certains endroits. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner. Donc ici, vous avez le bâtiment de l'Atrium. Je vais voler pour le voir de plus haut. Le bâtiment de l'Atrium, que certains d'entre vous doivent certainement reconnaître. Ensuite, ici, nous avons le nouveau portique. Ici, le portique. Et puis, on va aller vers l'endroit où on se trouve. La fac de droit, là-bas. La tour de chimie qui apparaît. Bon, la fluidité n'est pas terrible, hein, la connexion Wi-Fi n'est pas géniale. Louis Pasteur ici. Théoriquement, voilà, le bâtiment apparaît, le bâtiment où on se trouve est là. Voilà, donc ça c'est le campus, hein, donc une petite visite rapide comme ça pour vous situer un peu la chose. Alors bon, ce qui se passe en ce moment, c'est que le campus n'est pas vraiment visitable, il n'y a qu'une poignée de privilégiés qui peuvent s'y promener. Les étudiants auront accès dans quelques mois, hein, donc on va ouvrir donc, le système et chaque étudiant pourra avoir un avatar et venir se promener dans le campus et puis dans les autres régions que je vais présenter après. Et il y a juste un hic, c'est qu'il n'y a qu'un seul bâtiment qui est visitable, c'est le bâtiment de l'Atrium, là où se trouve la dune. En fait, le centre, tout a démarré. Et ce bâtiment, on peut y entrer, il y a les salles, les bureaux. Les autres, pour l'instant, ce sont des cubes vides, on ne peut pas les visiter. Donc ça viendra dans le futur, certainement. Bien, bon, le propos de ma présentation, c'est pas de vous faire un tour du campus, c'était juste une introduction. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est sur quoi je travaille moi-même. Et pour ça, je vais me téléporter sur les régions qui me concernent.
se trouve ici. Donc il y a 4 régions. Donc, en fait, j'ai initié 3 projets. Un projet est un projet de reconstitution d'un rituel traditionnel des Sioux Lakota, donc du nord, en Amérique du Nord, la hutte de sudation. Le deuxième projet, c'est la reconstitution d'un village Teco de Guyane. Donc les Teco, c'est des Amérindiens. La Guyane est un département d'outre-mer français. Et nous avons beaucoup de documents dessus parce que des chercheurs de notre institut travaillent là-bas et ont ramené beaucoup d'informations. Et l'idée, c'était de reconstituer leur village d'origine, donc avec la situation, les maisons, etc. Mais aller un peu plus loin, c'est de permettre aux étudiants d'ethnologie de participer à cette reconstitution. Donc l'an dernier, j'ai pris ces étudiants, je les ai mis devant des ordinateurs, et je leur ai dit, voilà, nous allons reconstruire Camopi. Et ça a été une expérience assez extraordinaire, complètement expérimentale, parce qu'on n'avait jamais fait ça en anthropologie. Et là, on se retrouve dans l'univers de synthèse avec reconstruire des maisons, fabriquer des arbres, etc. Donc, je vais me téléporter. Et le troisième projet, c'est reconstituer un endroit d'Afrique, parce qu'à l'Institut d'ethnologie, nous avons une collection de masques africains, de masques qui sont utilisés dans des cérémonies rituelles, enfin qui l'étaient, parce que maintenant c'est en train de se perdre, et ces masques sont portés pendant des danses. C'est les Dogons qui utilisent ces masques dans une région du Mali. Et comme nous avons donc, historiquement à l'Institut cette collection qui n'est pas montrée, qui est en fait pour l'instant cachée, débarras en quelque sorte, qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'expositions dessus, je me suis dit pourquoi ne pas faire un musée virtuel où on aurait donc la possibilité de voir ces masques, mais aussi d'avoir accès à l'information scientifique qui tourne autour, donc l'historique, les recherches, etc., etc. Et l'idée a germé petit à petit avec une doctorante qui travaille dessus, qui va dans cette région régulièrement, de finalement scanner ces masques, donc en sortir de la réserve, de les scanner en 3D et de les mettre dans l'univers virtuel pour les remettre en situation sur des danseurs qui seraient des danseurs non-joueurs, mais qui seraient en fait programmés à partir de films réels. Et donc on les verrait donc, se promener avec les masques tels qu'ils le faisaient dans la réalité. Alors pour l'instant, les masques vont être scannés dans les semaines qui viennent avec un laboratoire ici de l'université qui s'intéresse beaucoup au scan des objets d'un point de vue scientifique. Et donc pour rentrer bien dans scanner les choses en profondeur, pour en sortir des données scientifiques. Et ils sont intéressés justement comme expérimentation à scanner des masques historiques, puisqu'ils sont quand même assez anciens ce tour-là. Et donc leur intérêt, ils étaient assez enthousiastes quand on les a contactés en juin dernier. Alors je vais vous faire un petit tour, je vous ai fait une petite présentation sur ces régions. Je suis en plein travail en fait, je n'ai rien terminé encore, tout est en cours. Les choses sont moitié construites ou en cours de l'être. Mais j'ai quand même placé donc, pas mal de données photographiques pour qu'on puisse avoir une petite idée de la question. Donc, la présentation commence de l'autre côté. Je vais me déplacer. Donc là, on est dans la partie Afrique. Et donc, l'idée, c'est de recréer un village. Et puis, le village d'Ogon, qu'on peut voir ici, les habitats d'Ogon, je vais voler parce que se déplacer en volant, c'est plus rapide. Voilà. Donc ici, on a de l'architecture d'Ogon, et cette architecture d'Ogon va être reconstituée en image de synthèse, et on va pouvoir ensuite entrer à l'intérieur des bâtiments, et puis voir les objets à l'intérieur se promener. Ici, nous avons les Dogons qui sont en train de faire leur danse rituelle avec les masques sur leur tête. Donc là, ce sont des images assez récentes.
Et puis ici, nous avons les photographies des différents masques qui vont être scannés et qui vont être ensuite mis en situation. Donc l'intérêt de la chose, c'est que les visiteurs pourront tourner autour et pourront, en cliquant dessus, avoir accès à de l'info, parce que nous avons déjà une base de données qui est à la maison des scientifiques à côté, qui est hébergée sur les serveurs de JBS et qui va nous permettre d'avoir accès directement aux fiches techniques de chaque masque, pour avoir les descriptifs scientifiques et puis les bases de données sur aussi des équipes de recherche qui ont travaillé dessus. Donc on a d'abord décidé de partir sur 5 masques. 5 masques parce que il y en a quand même un certain nombre, je crois qu'il y en a 200 à 250 en tout, c'était trop, et là c'est pour commencer à expérimenter avec un petit nombre, déjà pour voir si c'est vraiment faisable. À mon avis, oui, il ne devrait pas y avoir de souci. Et ensuite, les mettre en situation sur des danseurs virtuels. Donc la partie musée virtuel serait composée, de données dont on dispose, mais aussi de reconstitution de choses qui vont permettre aussi aux personnes en Afrique de voir finalement comment était leur culture il y a quelques décennies, parce qu'ils sont en train de la perdre. Et donc la doctorante avec laquelle je travaille sur ce projet a son terrain juste à côté des Dogons, c'est les Kurumba, dans un village qui s'appelle Arbinda, et là on va reconstituer une partie de ce village Arbinda et remettre en scène les masques Kurumba. De telle manière que là-bas, dans leur futur, parce qu'ils sont en train de mettre en place un projet de musée local, on va pouvoir connecter donc, le monde virtuel à leur musée pour qu'ils puissent avoir accès à ces informations à distance. Donc une sorte de pont entre Strasbourg et puis alors ici nous avons une copie d'écran du site internet de la MICHA qui concerne la base de données des masses. Donc vous voyez que ces données sont quand même assez complètes et on pourra donc les connecter aux masques en question. Ici d'autres images avec les danses rituelles. Donc il va falloir effectivement reproduire les gens, les danseurs, reproduire donc leurs vêtements, reproduire leurs mouvements en analysant les films. On a quelques films ethnographiques qui nous montrent les danses, donc on va décomposer les mouvements, on va les recréer. Et puis on a la musique qui va accompagner ces danses et on pourra donc lancer une danse en cliquant sur un point, de telle manière que le visiteur puisse les lancer à volonté. D'un autre côté, on pourrait aussi imaginer qu'on recrée une partie d'un village. On peut se lancer là-dedans, les constructions ne sont pas très complexes, mais ça prend du temps, comme vous l'a expliqué Guillaume tout à l'heure, que c'est long. Ici, on a des modèles 3D de ces maisons, qui sont déjà modélisés, donc on va pouvoir les placer. Et puis, il y a une autre particularité, c'est que les Dogons ont des falaises virtuelles avec des pictogrammes où se passent des cérémonies funéraires. Et là, donc ce panneau-là, c'est un panneau qui est une copie. C'est la reproduction virtuelle de la copie qui se trouve dans notre institut, qui a été ramenée dans les années 50-60 à Strasbourg, et qui a été recopiée sur des falaises réelles sur place. Et puis là, vous avez une photo d'une des falaises, d'un pan de falaise, donc avec ces pictogrammes que j'ai placé là pour inspirer le lieu. Donc ça, c'est la partie Afrique. Donc j'ai un délai, je pense qu'en courant 2014, disons juin 2014, on verra déjà un environnement plus structuré. Et en fin 2014, je pense que les danses seront en place et que la reconstitution des villages sera effectuée.
Maintenant, je vais vous faire un petit tour dans la partie amérindienne. Voilà, dans la partie amérindienne, donc, c'est un terrain à moi. J'avais travaillé il y a quelques années sur un terrain amérindien et notamment sur le rituel de la hutte de sudation. Donc ici, j'ai déjà une reconstitution d'un morceau de village amérindien avec des tipis, avec un feu de camp, avec des dessins, des reproductions de l'art amérindien sur les tipis, et puis une loge de réunion que les Amérindiens utilisent pour se rencontrer lors de certains événements. Mais bon, le cœur de l'objet, c'est surtout la hutte en elle-même. Donc ici, on a une photo de la représentation réelle en fonction. Donc là, le rituel a déjà commencé, le feu est allumé, les pierres chaudes. Donc c'est en fait une sorte de sauna. Pour eux, c'est un rituel de purification qu'ils font avant chaque grand événement. Et les Indiens rentrent dans la hutte, ici, et on ferme, et on verse de l'eau sur des pierres chauffées au rouge, et ça dégage une énorme chaleur, et puis c'est un rituel de purification pas physique, mais psychique, donc mental, spirituel. Et l'objet, le projet anthropologique, c'est de reconstituer donc, en image de synthèse, ici, dans un univers virtuel, la hutte de sudation, avec ses différents éléments, et ensuite d'y inclure donc, les éléments didactiques, pédagogiques, pour que les étudiants puissent venir voir comment est construite la hutte, quelle est sa structure et quelle est sa symbolique. Il y a toute une symbolique, une vision du monde qui est toujours reliée aux bâtiments, aux éléments qu'utilisent les peuples autochtones. Et l'intérêt, ce n'est pas de montrer comment on construit une hutte, mais c'est aussi de montrer dans quel esprit c'est fabriqué, comment ça se relie au monde, et comment les Amérindiens, dans leur structure, incluent en fait l'univers entier. Donc il y a des éléments pédagogiques qui vont se retrouver. Donc ici, j'ai juste mis pour la démonstration des photos des différents stades de la construction, parce qu'on construit ça d'une certaine manière, c'est extrêmement rigide. Toutes ces constructions traditionnelles sont toujours liées à des règles très strictes, et ça suit certaines étapes, et donc ici, il faut non seulement mettre du visuel, mais aussi ensuite expliquer les choses, pourquoi on fait ci, sur quelles croyances ça se base, quels mythes y sont accrochés, pourquoi si, etc., etc. Donc il y a pas mal d'éléments symboliques. Donc je ne vais pas faire le tour de toute la construction de la hutte, parce que ce n'est pas le propos, mais c'est un des éléments qui sera présent dans la scène finale de la présentation de la hutte de sudation amérindienne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant que j'ai initié cela, je me suis rendu compte qu'il y avait une chercheuse suédoise qui travaillait sur un OpenSim chez elle sur la langue lakota. Et donc, je me suis dit qu'il serait intéressant qu'on travaille ensemble, parce que de cette façon, on aurait un cours de Sioux Lakota connecté à un village Sioux en même temps. Donc, on aurait vraiment un environnement extrêmement riche. Ça voudrait dire qu'on aurait 3 langues présentées, donc le français, l'anglais et le sioux, éventuellement le suédois aussi, pour que les étudiants puissent venir de différents horizons. Alors donc là, on a certains éléments de construction aussi, parce qu'il a fallu modéliser la hutte, donc j'ai mis une photo d'écran de cette phase.
la façon dont on fabrique la hutte en s'inspirant donc de paramètres réels. Donc on a un gabarit qu'on importe dans l'univers 3D et on pose différents éléments sur ce gabarit, puis ensuite le gabarit, on l'enlève et on retrouve ça ici. Alors plus tard, donc, la hutte de sudation sera animée avec des scripts. On pourra donc soulever la toile et voir l'intérieur. Et je placerai aussi quelques non-player caractères, donc des avatars non humains, pour montrer comment ils se placent à l'intérieur, comment ils sont assis dans la hutte de sudation. Plus loin sur la région, ce que je pense que je ferai aussi, c'est pour mettre un peu les choses en situation, je présenterai donc des huttes de sudation d'autres ethnies, celle des Cheyennes par exemple, et puis celle des Hopis, pour qu'on puisse voir les différences entre les différents rituels. Voilà, donc ça c'était la partie amérindienne. Donc maintenant je vais vous amener dans la partie Guyane. Un petit saut. Voilà, donc là je suis téléporté dans le bac à sable, en fait, c'est là où les étudiants s'entraînent. Donc au départ, l'idée c'était les étudiants d'ethnologie que j'ai eus, donc c'était de leur dire, voilà, on va reconstituer un village. Alors on va faire 3 groupes. Donc un groupe va s'occuper de la flore, un groupe va s'occuper de l'habitat et un troisième va s'occuper du territoire. Donc les photos de terrain donc, prises par un anthropologue, elles sont là. Donc on a des maisons. J'ai choisi ce terrain-là parce que les cabanes ne sont pas très compliquées à modéliser dans l'univers avec les outils de OpenSea. Donc j'ai lancé donc, les étudiants là-dessus et ils se sont mis à fabriquer des maisons. On va les voir. Voilà. Voilà. Donc là, on a quelques exemples de maisons fabriquées par des étudiants. En fait, c'était intéressant. Pourquoi c'était une expérience intéressante parce que nous avons de jeunes gens qui n'ont pas d'expérience particulière en informatique et pas vraiment non plus dans la construction et la modélisation en images de synthèse dans des univers virtuels. Alors, c'était un challenge. Comment allait-il réagir en fait? Alors, la première séance était assez extraordinaire parce que j'avais invité Anne Cordonnier, donc la personne qui gère l'OpenSim de l'université, à venir leur faire un petit cours de construction. Et puis, ça a complètement dégénéré. Mais pas dans le mauvais sens, dans un sens absolument incroyable, c'est que ça leur a tellement plu, puisque les 2 enseignants qui étaient là ont perdu le contrôle des étudiants, en quelque sorte. Ils étaient tellement obsédés par leurs avatars, leur habillement, leur chevelure, expérimentés à créer des arbres dans tous les sens, des boules, des cubes, des machins. Ils m'ont fait un système solaire là-dedans, tout coloré, géant, délirant. J'avais des plantes partout, j'avais des trous dans le terrain, des falaises énormes. Il y en avait qui perdaient leurs cheveux tout le coup, c'était des hurlements d'hystérie. Ça a duré comme ça pendant 3 heures. La fois suivante, ils étaient un peu plus calmes, donc on a pu reprendre les avatars avaient déjà leur forme pratiquement définitive, donc ça allait, parce que je les ai emmenés à un endroit où ils pouvaient s'habiller, donc là ça a été de nouveau hors contrôle pour au moins 1 heure, parce qu'il y avait des scènes étranges et délirantes, quoi. Vous aviez par exemple un avatar femme, donc une étudiante qui avait des cheveux blonds, qui les avait perdus, mais en même temps sa jupe se promenait à côté d'elle. Alors évidemment, les étudiants masculins étaient là en train de faire des vannes sans arrêt. Enfin, c'était une séance, une crise de rire incroyable. Bon, on n'a pas filmé ça, c'est dommage, parce que pour Archive, j'aurais bien aimé. Malheureusement, je n'étais pas prévenu.
Et donc, le cours qui durait quand même 24 heures en tout, a été extrêmement riche. Et les étudiants ont vraiment été pris dans l'aventure et impliqués dans l'expérience. Et ils ont construit, ils ont appris facilement à construire et à jouer le jeu. Et ils m'ont fait des choses qui n'étaient pas parfaites, parce qu'elles ne sont pas ressemblantes vraiment, mais elles sont bien inspirées de ce qu'on demande. Donc pour une première expérience de reconstitution avec des novices, puisqu'on parle de novices ici, c'est très positif. Donc on peut continuer à partir dans cette voie. Évidemment, donc, le challenge est énorme, parce qu'on veut reconstituer aussi donc, les avatars des autochtones. Là, ils préparent de la nourriture, donc il faut créer les ustensiles. Et puis, il faut aussi intégrer la faune et la flore. Donc la flore, c'est en partie déjà fait. La faune, il faut encore la créer, donc des araignées, des félins, des piranhas, tout un tas de créatures plus ou moins toxiques. Des perroquets, etc. Et puis, donc, je vais vous présenter quand même quelques images de ces étudiants au travail. Voilà. Voilà la salle de cours. Donc, c'est la salle de cours de la Dune. Donc, elle est bien équipée pour travailler avec les univers virtuels. Donc, voilà les étudiants. Donc, vous voyez la bonne humeur qui transparaît. Très affairés sur leurs ordinateurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont leur avatar et en même temps, ils n'arrêtent pas de communiquer entre eux et de se faire des petits coups à droite à gauche, tout en construisant. Là, on a une vue des écrans. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'habitude, ils sont sur Facebook ou sur leur téléphone portable en permanence. Pas dans ces séances-là. On n'a pas d'écran Facebook qui se promène sur les ordinateurs des étudiants. C'est déjà un bon point. Ça, c'est l'écran interactif dont on dispose là-bas pour travailler, qui est très bien. Et puis, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est les amener donc, dans la salle de cours virtuelle avec leurs avatars pour prendre quelques clichés, pour qu'on ait d'un côté les avatars des étudiants et puis une photo des vrais étudiants dans la même salle en vis-à-vis. Donc là, c'est la reconstitution de la salle de cours dans le bâtiment Atrium que je vous ai montré tout à l'heure. Là, le prof est assis avec eux. Et là, c'est la photo de groupe au milieu du champ de construction avec leurs différentes créations. Alors, ce que j'aurais aimé faire comme expérience aussi, c'est de dématérialiser, enfin de délocaliser un peu le cours, de faire en sorte que chaque étudiant travaille de chez lui, qu'on se retrouve à un certain moment ensemble dans l'univers virtuel, pour pouvoir voir si ça fonctionne bien aussi comme ça. Malheureusement, la plupart des étudiants avaient des machines trop peu puissantes pour pouvoir le faire, ou n'arrivaient pas à se connecter de chez eux. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'une partie des étudiants étaient sur place, une partie était à distance, et ça fonctionnait très bien aussi comme ça. Voilà, donc nous sommes aussi dans l'idée de faire de l'anthropologie, et donc c'est vrai que notre discipline, à la base, elle est faite pour faire de l'anthropologie dans le monde réel, parmi donc des peuples autochtones, mais aussi dans les cultures occidentales. Mais maintenant, avec des univers comme Second Life qui sont peuplés de milliers et de milliers d'avatars, on peut faire de l'anthropologie dans les mondes virtuels. Donc c'est un nouveau champ pour notre discipline. Il y a déjà un anthropologue américain qui a fait un travail sur 3 ans dans Second Life et qui a publié un livre très intéressant d'un point de vue méthodologique sur l'anthropologie dans les mondes virtuels. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir petit à petit amener aussi en France quand les mondes virtuels seront assez peuplés. Pour l'instant, on est un peu en retard quand même. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est implémenter l'intelligence artificielle. Donc tout à l'heure, Guillaume Rice et son collègue vous parlaient un peu de ce genre de choses. Ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on
on veut mettre en place donc, des intelligences artificielles qui reprendraient le rôle d'autochtones pour faire un peu discours, enfin disons pour permettre en fait, aux étudiants d'apprendre à aller sur le terrain et avoir face à eux une reconstitution simulée d'un peuple autochtone. Et donc les profs, créant une sorte de base de données, mettraient en mémoire donc, les comportements, les représentations des autochtones et ils seraient donc un peu automatisés et pourraient réagir à des comportements des étudiants qui ne seraient forcément pas encore très professionnels, hein, ils feraient des erreurs et donc le jeu sérieux consisterait justement à les mettre en situation, de les évaluer sur leur capacité d'enquête, et puis sur leur capacité d'apprentissage aussi de la langue, de la compréhension de la façon de communiquer qui est étrangère aussi. Et puis, il pourrait y avoir des éléments du genre, comme les Téco, par exemple, les Indiens de Guyane étaient anthropophages dans le passé, s'ils font trop d'erreurs, ils finiraient dans la casserole. Donc ça ferait partie d'un jeu un peu sérieux, mais un peu ludique aussi. Alors en parlant de Téco, je vais vous les présenter. Ils sont venus à Strasbourg fin septembre et ils sont venus présenter leur danse. Alors c'était l'occasion pour moi de les filmer parce que donc les voilà. Donc là ils étaient au collège doctoral à côté européen donc. Une bonne troupe, donc des danseurs, avec Joachim Panapuy, qui est là, au centre, assis par terre, qui est donc le chef de la tribu. Là, on a des photos des différents danseurs. C'est important parce que ça va permettre de reconstituer les habillements traditionnels pour habiller les avatars avec. Ici, on a Joachim Panapuy, donc le chef. Et puis là, ils sont en train de présenter donc, la symbolique de la danse. Et donc finalement, les données vidéo vont nous permettre de reconstituer, comme pour les Dogons, les pas de danse. Alors leur danse aussi est pas très complexe, donc ça facilite les choses pour une première expérience de reconstitution de danse avec des avatars. Donc, on sait faire danser des avatars dans Second Life et OpenSea. Il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est est-ce que, et l'expérience est là, est-ce vraiment, avec un univers virtuel de ce genre, recréer une reconstitution réaliste à base de données réelles, des données anthropologiques donc, réelles dans un monde virtuel de ce genre. Donc, je pense que c'est possible. Jusqu'à quel point, je ne sais pas encore, mais à mon avis, on devrait pouvoir y arriver. En tout cas, pour les habillements, ça ne posera pas de problème. Pour la danse, non plus. Donc, pour la reconstitution des maisons, non plus. Pour les plantes, là, on a déjà ici des étudiants qui ont planté pas mal de plantes de Guyane. Nous avons des palmiers, des cocotiers, des différentes races de plantes. Voilà la petite forêt. Bon, il y a des choses un peu bizarres qu'ils ont construites entre-temps, enfin au début, et puis que j'ai laissé. Et donc le challenge final, c'est de reconstituer le vrai terrain. Et c'est là la difficulté majeure, parce que l'idée de base, c'était de partir donc de données cartographiques numérisées, des cartes IGN numérisées, pour pouvoir constituer donc, le terrain réel dans OpenSea. Donc le procédé est tout à fait faisable, tout à fait opérationnel. J'ai testé des imports, donc ça forme effectivement des terrains. Le seul hic, c'est que la zone de Guyane qui m'intéresse n'a pas été cartographiée par l'IGN, il n'y a pas de données numériques sur la façade. Donc, il a fallu travailler avec des données de géologues et de géographes
que j'ai trouvé dans un livre qui a été publié il y a quelques années et qui justement nous montre le plan de Camopi, donc dessiné avec des courbes de niveau et les emplacements des maisons. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reconstitué cette carte, numérisé la carte et importé la carte dans OpenSea, de telle manière à m'en servir comme gabarit pour reconstituer le village. Donc, le territoire qu'on voit ici fait 250 mètres sur 250 mètres. Le village en entier, la surface totale fait 500 mètres à peu près. Donc, ça se trouve sur un bras de l'Oyapock. Donc, c'est un fleuve qui coule en Guyane et qui fait frontière avec le Brésil. De l'autre côté du fleuve, on voit le Brésil. Et donc, il y a de l'eau, et puis de l'autre côté, c'est la forêt vierge. Et donc, la forêt vierge, il va falloir la reconstituer. Et puis, il y a un terrain d'atterrissage pour hélicoptère au milieu. C'est aussi le terrain de foot du village. Il y a une gendarmerie qui est au bout, dans le coin, là-bas, par là. Là, j'ai posé déjà une maison pour me donner une idée de ce que ça peut représenter comme look. Et puis, j'ai aussi contact avec un ethnologue qui était là-bas et qui a en fait pris les plans de toutes les maisons du village. Donc avec ces plans-là, on va pouvoir reconstituer exactement les maisons et les mettre sur les emplacements qui sont ici indiqués par des rectangles. Et puis les courbes d'élévation vont nous permettre de modeler le terrain à la main, malheureusement pas avec le données numérique, mais à la main pour qu'il soit à peu près comme il est dans la réalité. Une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura les maisons, qu'on aura les essences d'arbres, on pourra faire un emplacement aussi où on va pouvoir montrer des données sur les plantes médicinales avec des bases de données et des images. Et puis la danse du TECO qui se fera sur la place du village virtuel. Et puis il y aura aussi des interviews qu'on pourra montrer par des petits films. L'intérêt d'OpenSea, c'est qu'on peut projeter donc, sur des surfaces des documents multimédia, donc du son, des vidéos, mais aussi des sites internet, des pages web. Les avatars sont interactifs, il y a des chats. Et puis, ce qu'on pourra faire dans le futur, c'est utiliser, donc là je vais revenir en arrière, utiliser le casque de réalité virtuelle pour faire une immersion encore plus réaliste. Alors ça c'est la carte de Camopi, hein, ça se trouve en Guyane. Donc là on voit bien les bras du fleuve Oyapock. Le cercle montre l'emplacement qui nous concerne. Le Camopi est juste au-dessus, c'est Quikamop, quelque chose. C'est là, c'est au coin, c'est à la pointe là, de cet endroit. Tout le reste, là, c'est de la forêt. Donc c'est pas cartographié, donc on est pourtant sur un territoire français, hein, donc vous pouvez vous imaginer ce que ça peut donner comme endroit, c'est complètement vierge. C'est perdu, quoi. Là où c'est cartographié, c'est Cayenne, c'est Kourou, hein, donc là où il se passe des choses plus occidentales. Alors j'ai fait aussi des importations de tests d'arbres parce que il y a différentes technologies pour créer des arbres. Donc ça c'est plus technique. Donc ici on a un bananier, hein, qui est un objet qui est quand même assez réaliste parce que j'ai trouvé un logiciel qui est extrêmement performant. Donc, ce qui nous permet d'importer donc, des données réelles dans OpenSea, pas juste créer n'importe quel type d'arbre, etc. Le point important, c'est le réalisme et de coller le plus à la réalité possible. Donc le dernier point, c'est la réalité virtuelle. Donc utiliser les
des lunettes virtuelles en 3D pour l'immersion. Donc là, on a un nouveau système qui est en route, qui va bientôt pouvoir être vendu. Une société américaine qui s'appelle Oculus Rift. C'est en haute définition, ça fonctionne avec les systèmes OpenSea et Second Life. Et donc, ça pourra être une expérience d'immersion plus profonde. Hein. C'est-à-dire qu'avec un casque comme ça, vous êtes vraiment dedans et vous vous laissez aller donc, au jeu en quelque sorte, hein, qu'il soit maintenant sérieux ou pas sérieux. Mais en tout cas, ça enrichit l'expérience et puis l'immersion fait que on n'a plus l'impression d'être vraiment derrière un écran, mais plongé dans l'action en fait, de l'expérience. Voilà, donc ça c'est les projets sur lesquels je travaille. Donc je suis en plein chantier. Je travaille quasi seul, donc j'ai quand même quelques collègues qui m'aident de temps en temps pour les données scientifiques. Mais bon, la technologie OpenSea, c'est tout à fait nouveau pour l'anthropologie. Donc c'est une expérience, j'espère un jour, être enrichissant pour les étudiants et pour d'autres personnes aussi. Bien, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je vous écoute. J'ai malheureusement pas pu mettre un élément comme ça en démo là-bas parce que les machines qui sont de l'autre côté dans la salle ne fonctionnent pas avec ça. C'est trop gourmand en ressources. Ici, j'ai eu de la chance, ça fonctionne parce que tout à l'heure, quand je suis arrivé, ça ne marchait pas. J'avais basé ma présentation sur le fait que je puisse être dans le monde virtuel lui-même pour vous le montrer en direct. Bon, l'idéal, ça aurait été que vous ayez tous des écrans, que vous ayez tous un avatar, qu'on se promène à l'intérieur, on voit les choses ensemble. Mais bon, ça viendra plus tard. Pour l'instant, l'université est un peu pauvre derrière. Et on n'a pas beaucoup de salles équipées avec ce genre de technologie. Donc, on est un peu limité. Oui. Qu'est-ce qui est requis pour pouvoir supporter il faut une connexion Internet correcte, déjà. Ensuite, il ne faut pas un ordinateur de bureau basique. Il faut une machine moyen de gamme, en quelque sorte. Il faut un viewer, donc ici, c'est un logiciel. Bon, tout est gratuit, hein, parce qu'on ne peut pas se connecter à partir d'une page web. Pas encore, donc c'est un peu lourd, donc il faut installer d'abord le viewer, avoir une adresse de connexion. Donc, il y en a plein en fait, parce qu'il y a différents. On appelle ça des grilles, hein, en France, en Allemagne, aux États-Unis, etc. On a des grilles open source, OpenSea un peu partout. Et avec ce qu'on appelle l'hypergrid, on peut se promener d'une univers en univers. Donc il faut une bonne connexion. Une machine qui a une carte vidéo, graphique correcte pour que ça se construise assez vite, parce que sinon ça dure. Et puis il y a du lag, là ça va. Par contre, c'est très marrant quand on est à plusieurs et qu'on peut chatter ensemble, on peut parler. J'ai déjà fait une conférence sur la franco-grid, à partir de chez moi, par micro interposé avec des avatars. C'est très enrichissant. Tout à l'heure, au début, quand je testais, il y avait un cordonnier, la personne qui gère le principe de qui était tout d'un coup là, qui m'a dit. Et puis elle était l'écran à côté, je ne sais pas si vous étiez là. Mais ensuite, elle s'est déconnectée parce que je faisais la conférence. Donc c'est un environnement interactif. C'est ça l'intérêt de la chose. C'est qu'on est ensemble, on peut communiquer. Le contenu, en fait, c'est ça qui est différent de la classique, c'est que le contenu, c'est les personnes qui viennent qui le créent. S'il n'y a personne, il ne se passe rien. Il n'y a pas de scénario ici, pour l'instant. Guillaume Reis vous a parlé de scénarisation. Donc, on peut créer des scénarios. Il y a des gens qui, avec le principe, créent des règles du jeu, créent des systèmes de points, créent aussi un système de collision, de bataille. On peut scénariser dans le principe. Pas de problème. Mais on peut aussi inventer de nouvelles formes pédagogiques. Et là, c'est vrai que quand on est enseignant classique à faire, les étudiants qui sont assis en face de vous, prennent des notes, c'est assez
présentation PowerPoint, c'est pratiquement pas possible de faire comme ça là. Les étudiants sont avec vous. Il y a un rapport plus proche, très interactif. Donc il faut trouver une autre manière de vous intéresser. Donc, moi, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de faire participer. On construit, en fait, on trouve le savoir anthropologique ensemble. On le fabrique. Vous voyez qu'on cherche. Et cette dynamique fait que les étudiants s'impliquent. C'est plus intéressant pour eux de faire ça que de lire notre chapitre. Passer à l'examen, par exemple. C'est tout? Bon, bah alors oui. J'ai une question qui est très technique, hein, c'est pour ça que je travaille sur OpenSim ensemble. Est-ce que ce serait possible sur OpenSim d'avoir quelque chose, enfin je vois par exemple le rendu de l'eau qui est vraiment pas mal, qui est presque, enfin le rendu de l'eau des jeux vidéo vraiment de génération actuelle. Est-ce que par exemple pour les arbres, c'est possible d'avoir quelque chose qui peut les animer un peu pour avoir le même sentiment d'un monde comme ça? Ah oui, oui, oui. Anime un peu, ou... Il y a des arbres animés. D'accord. Mes cheveux sont animés. Je sais que c'est très technique. Hein, mes cheveux sont animés, par exemple. Quand je me promène, ils se... Vous voyez? Mais je vais vous présenter des arbres animés, oui. Alors théoriquement, ceux-là, ils bougent. Ils n'ont pas l'air d'avoir... Ah, c'est pas. Bon, sur mon PC, qui est plus puissant, c'est beaucoup plus fluide. Là, je pense qu'il y a... Mais bon, ça fonctionne. Il y a une animation dans les branches. Il y en a plusieurs qui font ça. On peut animer pas mal de choses. C'est vraiment effectivement le monde qui dit comme ça, c'est vrai qu'il y a le rendu de l'eau qui était très joli. Oui, oui, alors l'eau, on peut jouer sur le ciel aussi, parce qu'il y a plein de fonctionnalités là-dedans qui permettent de modifier les paramètres. On a des paramètres d'environnement. Qui nous permettent de modifier. Alors il y a aussi pour le ciel, il y a des choses pour le ciel. Là il est un peu brumeux, mais on peut faire modifier le look. La position du soleil aussi. Donc là on est en plein jour, mais maintenant on est au lever du soleil. On a aussi la nuit. Ça c'est la nuit. Donc ce qui est intéressant, c'est que les panneaux sont lumineux. Donc on peut faire une présentation nocturne avec quand même des photos visibles. Oui, il y a de l'animation. Et puis il n'y a pas que ça. Hein. On peut faire passer des bateaux sur l'eau, on peut faire voler des avions. Ça, c'est le coucher du soleil. Alors, il y a un endroit où on voit le soleil. Se coucher, effectivement, quelque part. On peut le trouver. On peut faire des photos magnifiques avec des soleils. Bon, c'est que ce serait possible, évidemment, de voir, par exemple, un village comme ça et voir toutes les époques, enfin plusieurs époques, pouvoir changer. Ah, tout à fait. Parce qu'on peut programmer tout ça. Il y a des scripts, il y a un langage de script qui permet d'implémenter des tas d'actions. On peut effectivement faire apparaître, faire disparaître des choses. On peut aussi créer différents plans. Téléporter d'un endroit à l'autre. Par exemple, on a un certain
une certaine altitude, ça nous permet de construire dans le ciel. Donc on a sur la région à côté un cube géant, que les étudiants ont fabriqué, donc ils n'avaient pas assez de place en fait. Donc ils se sont dit, tiens, on va créer un cube dans le ciel, et puis on va aller au-dessus, et puis on va... Je suis tombé sous l'eau. Alors, on peut construire sous l'eau. Je me suis trompé d'endroit, mais c'est pas grave. On va monter. Évidemment, à chaque fois que j'arrive, j'ai plus de... On a une plateforme. Une plateforme avec des plantes, donc les étudiants ont installé dans le ciel. Donc il y en avait 2-3 qui travaillaient là-haut. Tranquillise. Donc on peut effectivement faire plein de choses, plein d'époques, plein de simulations différentes. Il n'y a pas de limite. Les constructions, parce qu'apparemment, tout le monde pourrait construire par la suite. Et est-ce qu'il y a des abus? Oui, il y a le problème des abus, donc il y a des droits. Il y a ce qu'on appelle des constructeurs, qui ont des droits de construction, qui ont aussi le droit de modifier le territoire, le terrain. Et puis il y a des simples visiteurs qui peuvent se promener là, mais n'ont pas le droit de modifier les choses. Et puis on peut protéger les animaux, on peut les dérouler. Et en même temps, on sauvegarde les régions dans la base de données, et quand ça crache, par exemple, ça se détruit, on peut reconstituer tout ça. C'est arrivé plusieurs fois. Quand on change de serveur, on sauvegarde les régions. Pour la conférence que j'ai donnée, par exemple, on a fait une sauvegarde des régions. Comme c'était sur une autre grille de la France Rouge, et elle a été placée là-bas. Donc j'ai pu faire la conférence dans les régions que j'ai construites. Ensuite, ils ont détruit la région. C'est très souple. Et pour la construction aussi, donc il y a des outils intérieurs, donc ici, mais c'est un peu des outils. Donc il faut mieux, pour certains qui veulent aller plus loin, utiliser des logiciels externes, spécialisés, pour construire. Ensuite, on importe les objets, les bâtiments, les œuvres, etc. Voilà. D'autres questions? Bon, je pourrais vous en montrer encore plein des régions, parce qu'il y en a. Il y a le musée d'art moderne qui a été reconstitué, qui se trouve ici sur le serveur de l'ICS. Il y a Ivoire, donc la région de Guillaume-Bray, c'est une salle de conférence spécialisée pour la dentisterie. Bien, merci de votre attention.